Dans ce journal, nous irons à la rencontre des ex-réfugiés vivant dans la région du Tompi. Que deviennent-ils après leur retour au pays? Des pavés fabriqués à partir de déchets plastiques, une trouvaille de Brahima Traoré, chercheur ivoirien, vers un second tour de la présidentielle en Tunisie. Le duel Marzouki et celle-ci se dessine. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce voyage à travers l'actualité. Première escale, la région du Tompi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous y allons pour nous enquérir des réalités des ex-réfugiés. Ils sont environ 200 000 à avoir regagné les différentes localités de la région après donc les différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Des ex-réfugiés qui vivent des fortunes diverses. Franck Kouadio. Des rues calmes, nous sommes à Danani, à quelques 700 km d'Abidjan. Niché dans cette végétation verdoyante, le quartier périphérique Gayville, au Videni, ex-réfugié, avec sa famille. Ça fait 4 ans aujourd'hui. On est là, avec mes familles. Nous, on ne peut pas aller au village maintenant parce que la guerre qui était chez nous là-bas, c'était fort. Incertitude, ainsi résumé l'état d'esprit de ces retournés. Ces personnes ayant fui leur localité entre 2002 et 2010, plusieurs hésitent aujourd'hui. Ils ont préféré s'établir à Danani. À tout moment, ils ont dit qu'il y a telle chose qui arrive, il y a tant de choses. Donc moi aussi. La phrase reste en suspens. L'expression de malaise, les rumeurs encore vivaces dans les esprits. Mais pour d'autres, c'est l'occasion de se refaire une vie. Nous aussi, on a causé à nos parents d'ici, ils nous ont donné des jachères, c'est-à-dire la brousse de 2 ans. Et on fait des jardins, des maniocs, riz un peu, etc. C'est de ça on vit. Ceux qui n'ont en revanche pas ces opportunités espèrent bénéficier des avantages de leur statut d'ex-réfugié. Ça là, quand on monte, on nous dit non, il faut une nouvelle carte de ça. Bon, ça là aussi, cela ne tient plus en compte. Bon, on est là, en souffrance comme ça, mes enfants. Au centre-ville aussi, vit une bonne colonie de retournés. Odile, présidente d'association, multiplie les appels à l'aide. Merci, on s'est retourné pour venir chez nous ici. Ça nous fait plaisir. Et nous voulons que les autorités nous soutiennent. Nos maisons qui sont gâtées, vraiment qui nous soutiennent. Des biens détruits, des familles entre-temps recomposées. Les Dianda sont revenus de Guinée le 11 décembre 2013. Ils étaient partis depuis 2003. Je ne sais pas même comment j'ai fait dans ce monde ici. Je suis sorti avec mes 4 jeunes filles. Et tous sont décédés en Guinée là-bas. Maintenant, on nous a dit, quand on a trop tiré là, pour nous, quand on est venu, peut-être ça sera un peu bien. On est quitté là-bas. Là. Nourriture même, il n'y en a pas. C'est moi, je me débrouille. Je prends crédit. Je m'aille chercher Fago. Si j'envoie Fago, là, le vieux casse, et puis on met ici. Dans 2 jours là même, ça ne marche pas. Des ex-réfugiés, dépités, transportés par le HCR et pris en charge par d'autres organisations. La Caritas, par exemple. Les rapatriés, ils acceptent de venir en Côte d'Ivoire. Nous les identifions sur le site et au sortir des activités d'écoute psychosociale, nous identifions les personnes à besoins spécifiques et la Caritas est chargée de faire le suivi de ces personnes-là. Des initiatives qui se multiplient. ONG locales et autorités s'impliquent. Ceux qui pendant la guerre pendant la crise de 2010 sont partis, sont revenus, ont réintégré donc leur association, leur groupement. Et c'est cela que actuellement le HCR, l'ONU Femmes est en train de les intégrer dans des groupements et leur donner des AGR. C'est une centaine de millions que nous venons d'obtenir de l'ONU Femmes avec un financement HCR. Et c'est des projets qui sont dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la production. Et aujourd'hui, ces projets sont déjà en phase de démarrage. Ils sont 240 000 ex-réfugiés dans la région, des ex-réfugiés qui portent encore comme un fardeau leur situation de retournée et qui aimeraient bien s'offrir une nouvelle vie sur les cendres du passé. Voilà, un dossier proposé par Franck Kouadio en mission dans la région du Tompi. Vous vous en doutez certainement, dans le cadre de l'ouverture des programmes de RTI2 aux populations de cette région. Notre reporter a également fait incursion dans l'univers du Pandiakouba. Que de symboles rattachés à son usage. Regardez. Marché de main. Des artisans, des couturiers, des vendeurs de tissus le long de la clôture du stade Léon Robert.
Des modèles à l'appel et cette dame est tombée sous le charme. Je fais la commande et puis on fait la broderie pour moi ici souvent et puis je vais à Abidjan et porte sur mes pantalons et autres. Même la chaussure, mais jamais aussi. Des chaussures imprimées, des boubous, des robes, des ensembles, des pagnes, tout est fait à partir de cette cotonnade particulière de la région de Mans. Les motifs sont tissés à la main à un autre endroit. Nous nous y rendons. Les tisserands, la plupart venus du nord de la Côte d'Ivoire, exercent au flanc de cette montagne. Tout part de ce rouleau de fil trempé dans une solution d'eau amidonnée, puis séché avant d'arriver sur le métier à tisser. C'est que le temps là, le fil est devenu cher pour nous. Donc on avait le kilo là, on achetait le kilo là à 2500. Bon, aujourd'hui on se retrouve à 3500 francs le kilo. La cotonnade obtenue est unicolore ou bicolore, le noir et le blanc ou le noir et le bleu. Elle est ensuite acheminée vers les marchés au grand bonheur des clients. C'est pas trop cher ce que j'ai porté. J'ai acheté ça à 5 000. Maintenant les garçons, il y en a de 10 000 jusqu'à 30-40. Le boubou, voire le pagne Yakuba, une portée sociologique, ils sont revêtus par les chefs traditionnels ou les notables lors de cérémonies solennelles et même souvent remis aux personnalités ou invités de marque. Comme c'est une tenue sacrée pour nous, quand on donne, c'est selon la valeur qu'on accorde à celui qui nous visite. Véritable attrait touristique de l'Ouest ivoirien, ces articles faits à partir du pagne Yakuba sont aujourd'hui prisés par les populations et surtout par les touristes. Retour à Abidjan pour nous intéresser à cette trouvaille des déchets plastiques recyclés pour la confection de pavés. C'est un procédé mis sur pied par Brahima Traoré. Il est chercheur au laboratoire de géomatériaux et des technologies de bâtiments à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ami Sissoko est allé à sa rencontre. Brahima Traoré est chercheur au laboratoire de géomatériaux et des technologies du bâtiment à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il a décidé de débarrasser la ville des déchets plastiques qui polluent notre environnement. Il les utilise comme stabilisant du sable pour la confection des pavés en vue de la réalisation des trottoirs et des routes communales. Nos sachets que nous retrouvons sur place dans les marchés et puis dans les poubelles. Ensuite, nous avons les bidons, ce sont ces deux-là que nous utilisons pour fabriquer nos pavés. Ce chercheur a trouvé un procédé de transformation de mélange de sable et des déchets plastiques pour la fabrication de ces pavés. Quand nous collectons les déchets plastiques bruts, nous les broyons. Après broyage, nous obtenons le plastique brut là sous cette forme-là. Dans ce plastique-là, nous allons ajouter du sable. Ce sable et ce plastique broyé là que nous allons mettre dans ce dispositif. Pour avoir des pavés performants et adaptés au rythme d'utilisation, Brahima Traoré a lui-même mis au point un dispositif servant à la confection de meilleurs pavés. Nous avons alors conçu un broyeur de plastique. Nous avons mis également au point un dispositif de préparation de notre mélange. Nous avons mis également au point des moules pour différents types de pavés, avec différentes épaisseurs qu'on veut, mais tout ça, c'est en fonction du moule. Quand le mélange sort et le mélange descend, on le met dans le moule est rempli, nous envoyons le moule sous la presse. Voici le résultat final de notre travail. Un pavé bien compact, et je peux même le taper avec le pavé qui est déjà sorti pour vous dire que dès qu'il sort du moule, il peut être utilisé. Ce chercheur souhaiterait mettre sa technologie à la disposition de la population. Ces pavés sont assez résistants pour être utilisés pour les trottoirs et on a des performances en tout cas plus élevées même que les pavés ordinaires. Nous comptons les vulgariser. Donc maintenant, ceux qui veulent en faire, ils n'ont qu'à prendre contact avec le laboratoire de géomatériaux et puis on leur donnera peut-être la technologie. Des pavés à base de déchets plastiques recyclés, une solution pour la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques sur toute l'étendue du territoire. Et on ouvre la page santé avec la lutte contre le virus Ebola et le diabète, deux véritables problèmes de santé publique. Campagne de sensibilisation donc suivie pour vous par Mamadou Kwasi. L'ONG IFA-CEDOS, Union fraternelle des femmes pour le développement et l'assistance des personnes vulnérables,
mène une campagne de sensibilisation et d'information relative au diabète et à la maladie à virus Ebola. Aboisseau constitue la première étape de cette caravane qui va sillonner toute la région du Sud-Komoué. Au cours de cette première journée, 649 personnes ont été dépistées du diabète avec 21 cas avérés. À cela s'ajoute la démonstration des techniques de lavage des mains suivie d'une séance de sport collectif. Le sport dégraisse et ça rejette les déchets toxiques. Donc nous sommes dans une région où nous mangeons beaucoup de sauces graines parce que c'est les produits pérennes qui sont produits ici. Donc il faut sensibiliser les mamans à faire du sport et il faut passer au dépistage. Selon les responsables de l'ONG UFACEDOS, l'hygiène alimentaire est un vecteur essentiel pour avoir une bonne santé. Il faut consommer le fruit, un fruit au moins 5 minutes avant le repas. On va garder le fruit comme le sous-bassement dans l'estomac et on va ajouter le plat de résistance. Après avoir fini de manger, il faut souffler un peu, prendre de l'eau 5 minutes après. Après l'étape d'Aboisseau, Grand Bassam, Tiapoum et Adiaké vont accueillir la caravane de l'ONG UFACEDOS. Cette campagne de sensibilisation et d'information se fait également en langue vernaculaire, en vue de rendre le message accessible à toute la population. Créée en 2008, cette ONG a contribué à la prise en charge et à l'assistance de plusieurs personnes vulnérables, dont les jeunes filles déscolarisées. Parlons santé toujours, cette fois dans la région de la Nawa où l'actualité est marquée par le lancement d'une campagne de vaccination contre la rougeole. L'opération lancée le 22 novembre dernier se poursuit, et ce jusqu'au 30 novembre. La cible, 418 000 enfants de 6 à 9 mois. Et je Toubé. Le préfet de la région de la Nawa, Ali Ali Kwadio, et le directeur départemental de la santé de Soubré, Dr Raphaël Landry, ont donné le top départ de la campagne de vaccination contre la rougeole dans cette localité. Devant les populations invitées à la place Béguine, les autorités sanitaires ont expliqué l'objectif et l'enjeu de cette campagne. Dr Raphaël Landry révèle que la rougeole tue, mais peut être évitée grâce à la vaccination. Les populations ont donc été invitées à se mobiliser pour cette campagne. Le directeur départemental de la santé a expliqué que la rougeole est une maladie transmise par un virus et qui attaque généralement les enfants de moins de 5 ans qu'il faut impérativement vacciner dès l'âge de 6 mois. Le préfet de Soubré, pour sa part, indique que les enfants sont l'avenir du pays et de ce point de vue, ajoute-t-il, il faut les présenter sur les sites de vaccination au risque de compromettre leur avenir. La campagne de vaccination contre la rougeole dans la région de Soubré se poursuit jusqu'au 30 novembre prochain et touche une population cible de plus de 418 500 enfants. Hors de chez nous, premier conseil des ministres au Burkina Faso ce matin avec le tout nouveau gouvernement de 26 membres, 4 portefeuilles ministériels pour les militaires. Le colonel Zida s'octroie les portefeuilles de Premier ministre et de ministre de la Défense. Le président de la transition, Michel Kafando, lui, aura à charge les affaires étrangères. La Tunisie s'achemine tout doucement vers un second tour de la présidentielle. Les résultats du premier tour tenu hier ne seront pas connus avant mercredi, mais un duel Marzouki et celle-ci se dessine déjà. Le président Monsef Marzouki et le chef du parti Nida Tounes seraient au coude à coude. Cette journée restera dans la mémoire de toute une nation. La Tunisie vote pour la première élection présidentielle libre et démocratique de son histoire. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 27 000 observateurs ont été accrédités pour vérifier le déroulement de l'élection. Émus et apaisés, les Tunisiens votent dans le calme. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important. J'espère que j'ai fait le bon choix et j'espère que les gens savent qui choisir pour que la Tunisie devienne un meilleur pays. Leur choix, les Tunisiens le font parmi 22 candidats, mais d'ores et déjà, l'un d'entre eux est donné favori. Le voici, Béjid Kaïd Essebsi, ancien ministre de Bourguiba. Son parti laïque Nida Tounes est le vainqueur des législatives en octobre. L'ambiance festive lors de son meeting à Tunis laisse-t-elle présager sa victoire? Son principal rival, c'est lui, le président sortant Monsef Marzouki, opposant historique au régime de Ben Ali. Son parti, le Congrès pour la République, a subi un échec aux dernières législatives en remportant seulement 4 sièges sur 217. Ennahda, deuxième force politique du pays, n'a pas présenté de candidat à la présidentielle. Les islamistes ont-ils pris peur de se heurter à la difficulté de l'exercice du pouvoir
Ou soutiennent-ils, sans le dire officiellement, Monsef Marzouki, le président sortant? 4 ans après la révolution, les Tunisiens ont acquis le droit de choisir leur président et veulent désormais s'ériger en modèle. On est fiers d'être le plus démocratique du monde arabe. La Tunisie est le seul pays du printemps arabe à ne pas sombrer dans la guerre civile et le chaos. Sa société civile et ses institutions lui ont permis de résister aux turbulences de sa révolution. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.